Bien, bonsoir. Je vais essayer de... Bien, Nicolas, je te vois. Bonsoir, Nicolas. Oui, bonsoir, Monsieur Joël. Je vous espère en forme. Très bien. Bon, il nous reste Monsieur Kantiébé. Voilà. Donc, j'ai déjà envoyé l'invitation à Jean. J'espère qu'il va nous joindre très bientôt. Ok. Donc, bonsoir tout le monde. Ça fait vraiment un bail. Ça fait longtemps que je n'ai pas lancé de live. Disons que la situation de TikTok est passée par là. Nous sommes passés par un contexte où TikTok a été carrément banni pendant un temps. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que je vais reprendre les lives TikTok en cette année 2025. Euh, et comme je l'avais annoncé, mon premier invité est Monsieur Jean Contiébé, que j'attends vivement pour le live. Je vais essayer de lui réenvoyer l'invitation. Euh, Nicolas, est-ce que tu peux envoyer l'invitation, partager le lien à Jean, s'il te plaît? D'accord. Bon, étant donné que ça fait quand même longtemps, il y a Galé qui est là. Je vais envoyer l'invitation à Lucien. Merci de rejoindre. Nicolas, est-ce que tu peux fermer ton micro? Voilà. Donc, bienvenue dans le bateau ivre de Joël à Javon. C'est comme ça que cela s'appelle. Lucien, j'attends que tu acceptes l'invitation. Et donc, généralement, dans ces lives TikTok, nous parlons de littérature de façon générale. Nous parlons beaucoup de théâtre. Et comme je le disais ce soir, merci Lucien pour la rose. Ce soir, nous allons recevoir comme invité Monsieur Jean Contiébé, que je ne vois toujours pas. Ok, je vais essayer de... Ok, Lucien, s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer le lien à Jean sur son WhatsApp? Parce que je lui ai déjà envoyé le lien sur le TikTok, mais je ne sais pas s'il l'a. Bien, donc en attendant que Jean arrive, Nicolas, comment tu vas? Oui, je vais dire Monsieur Joël et j'espère chez vous aussi. Très bien. Comme convenu, ce qu'on va essayer de faire en attendant que Jean vienne et qu'il s'installe, est-ce que tu peux très rapidement nous parler de l'actualité culturelle et artistique à Lomé actuellement? D'accord. Euh, voilà. J'ai scindé donc les informations en quatre, ou bien plutôt en cinq thèmes. D'abord, je vais faire un résumé de tout ce qui s'est passé pour ne pas beaucoup parler. Euh, je vais parler d'abord du spectacle Agodier, qui est un spectacle de danse contemporaine euh, présenté le 8 mars à l'Institut français du Togo. Et alors, ce spectacle rend hommage à la résilience et à la force des femmes en s'inspirant des Amazones du Bénin. Donc, l'idée, c'est d'agencer des formes de danse, je veux dire, le hip-hop, elles ont plutôt intégré des styles variés comme le crunk, voilà, le breaking et l'afro house.
Et la chorégraphie célèbre en quelque sorte la féminité, puisque cette semaine est dédiée au droit de travail des femmes, au droit des femmes au travail. Et voilà, le message, ou bien plutôt les danseuses, à travers leur mouvement, délivrent un message fort sur l'émancipation, la confiance en soi et le dépassement des stéréotypes. Voilà, j'ai aussi fait allusion aux costumes et aux décors, plutôt en parlant de la scénographie, et qui sont vraiment modernes, mais imprégnés de références historiques. Cela donc a créé un dialogue entre la tradition et la modernité, pour pour ne parler que de ce spectacle. Maintenant, la seconde information, toujours dans la semaine du 8 mars, il y a la projection du film engagé Mikoko, voilà, qui a été projeté à l'espace Bella Bello de l'Université de Lomé. Et ce film de la réalisatrice Angela Kiriburu a marqué la Journée internationale des droits des femmes à travers une histoire où une femme s'oppose à la transformation d'un marché local au centre commercial. Et ce film, je veux dire, explore la question de l'émancipation politique et sociale des femmes. Et la production a été soutenue par des organisations telles que le CACIT et la CNDH, qui, je dis, sont des organismes de la société civile. Et cette œuvre sensibilise le public aux droits et au rôle des femmes dans la société togolaise, et en particulier et en général dans la société africaine. Voilà, de façon ramassée, ce que je peux dire sur la deuxième information culturelle. Et voilà, pour rejaillir maintenant sur la troisième information qui est la représentation de la pièce de théâtre, celle qui passe de l'auteur, dramaturge Jean Katimbe, d'ailleurs, qui est notre invité de cette rencontre Ok. littéraire. Que je viens de Alors, voir en flash. pardon? Non, je viens de voir Jean Contibé, je lui envoie l'invitation. Voilà. Ah, super. Super. Donc, eh ben, il est là, on va beaucoup plus lui demander on va demander d'informations surtout sur cette pièce. Mais d'abord, je vais parler de la mise en scène. Cette mise en scène qui a été faite par Brigitte Sepako Agbokou, qui est l'une des metteuses en scène actuellement à Lomé, voilà, qui porte haut le flambeau du théâtre togolais. La pièce a été jouée le 7 mars à l'espace culturel Gododo, et à travers des récits de trois femmes symboliquement revenues d'outre-tombe. Là, je veux parler un peu de l'ossature de la pièce. Voilà, la pièce explore des thèmes universels comme la mémoire, l'injustice et la mort. La mise en scène mêle danse contemporaine, choralité et jeu de masque. Ce jeu de masque, j'avoue que c'est un peu fort quand on prend ce côté burlesque de la pièce. Le fait d'avoir idée de mettre carrément du masque, faisant allusion forcément au théâtre à la comédie dell'arte. Et j'ai vu un pan. Et faut dire aussi que ces masques représentent aujourd'hui des thèmes beaucoup plus tabous liés à la mort. Là, c'est une, comment dire, c'est une façon, ou bien plutôt, je veux dire que c'est un résumé que je fais, un résumé critique plutôt que je fais de la pièce. Et l'intensité des performances. Oui, Nicolas, une petite parenthèse. J'ajouterais également qu'il y a eu un très très bel article du professeur Apédoama sur le spectacle. Euh, un article qui est disponible sur Facebook et disponible également sur le site Togo Culture. Voilà. Non. Merci pour l'information. Je suis passé à côté. Donc, je vais aller sur l'intensité des performances des actrices. Parce que il s'agit de trois femmes qui ont porté voilà, cette pièce. Euh, voilà, l'intensité des performances des actrices combinée à une scénographie soignée, il faut le dire, a profondément touché le public. Parce qu'il faut le dire. Et, Et et voilà, tous ces le, paramètres le spectacle a eu lieu où, s'il te plaît, Nicolas? à l'espace de Gododo. À l'espace Gododo de À Petit. l'espace de Gododo, oui, de petit, et qui est d'ailleurs à saluer parce qu'aujourd'hui, on voit la carence.
de ces centres-là qui permettent aux artistes de pouvoir faire leur diffusion les diffusions de leurs spectacles. Un brin de, je vais aussi saluer Monsieur Rodrigue Normand qui fait un bon travail aujourd'hui sur cet aspect de diffusion de spectacles de scène. Et bon voilà, je veux dire que cet événement est un moment fort de la scène théâtrale du Togo. Après, les questions seront bienvenues après que Monsieur Jean Katimbe sera donc à la barre entre griffes. Donc pour Bon, il y a- finir, il y aura pas de bar. Il y aura pas de bar. Pas du tout. Pas du tout. voilà, je veux parler aussi de la participation du Togo au FESPACO 2025. Ok. Ça, c'est à l'international, c'est au Burkina Faso ici. Le Togo qui s'est distingué avec une délégation de 40 professionnels et 6 films présentés. Un record pour le Togo. Avec une délégation de 40 professionnels, films Excuse-moi, un présentés. peu de micro, s'il te plaît. Un record pour le Togo. Avec une délégation. Pardon? La qualité. Donc, je pense qu'il y a le micro de Monsieur Jean qui est ouvert. Si, Je vais essayer de faire ça. Ok, c'est bon. Super. super. Ok, D'accord. vas-y. Donc, je continue que le FESPACO qui s'est tenu, le FESPACO 2025 a vu la participation du Togo avec une délégation de 40 professionnels et 6 films présentés. Un record, voilà, et un record pour le pays. Parmi eux, 112 de Joël Tigré a attiré l'attention. Oui, vas-y, Nicolas, t'inquiète pas. On va aller plus rapidement là. Ah oui, voilà, qui a attiré donc l'attention à la catégorie perspective. Et après, la présence du Togo au marché international du cinéma africain a également permis de promouvoir son industrie cinématographique, renforçant ainsi sa visibilité plutôt sur la scène africaine. Et je vais finir ainsi parce qu'il y en a plein d'activités, voilà, Et puis bon, faites on n'a la pas semaine beaucoup de temps, passée donc Monsieur de temps. Kanté est là, donc on va aller plus vite là-dessus. Ouais. Voilà, maintenant je vais parler cette fois-ci du Sénégal avec la résidence de danse à l'école des Sables qui se déroule au Sénégal. Voilà, cette résidence a impliqué des artistes d'horizons divers dans une exploration des danses africaines traditionnelles et contemporaines, incluant le hip-hop. Voilà, les participants immergés dans un environnement créatif depuis le 27 février présentent leur œuvre lors des restitutions publiques enregistrant le dialogue entre style chorégraphique et culturel. Donc, je veux dire que je ne vais pas finir sans pour autant faire allusion à ces artistes togolais qui sont et qui ont été retenus sur ce projet, qui font d'ailleurs la fierté du pays. Voilà en gros ce que je peux dire sur les activités qui se sont passées Ok. la semaine passée sur la scène culturelle togolaise et surtout en matière de spectacle vivant. Merci, Monsieur Joël. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour le travail de fond que tu as accompli et pour toutes ces recherches-là. Ça fait vraiment plaisir de savoir que malgré les conditions difficiles, qu'il y a toujours une vitalité. J'ai appris d'ailleurs par l'entremise de gens que ce soir, il y avait un spectacle de Guillaume Bécou. Voilà, de Guillaume Donc Bécou. voilà, c'est quoi Voilà, qu'on dise, il y a une effervescence, il y a une fièvre culturelle qui a salué. Merci beaucoup, Nicolas. Kokovi Difagale, bonsoir. Bonsoir, Lucien. Ok, je pense qu'il n'est pas à côté. Monsieur Jean Cantébé. Bonsoir, Papa Tché. Oui, bonsoir Joël. Je crois que tu m'entends. Oh, je t'entends. Très bien. Bon, Alors, ça fait Bonsoir, plaisir là. Joël, je suis là. ah ben, bonsoir, Lucien. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Lucien. Lucien, si tu ne m'entends pas, je vais sortir les mots qui te font parler. Lucien m'entend? Peut-être que si on l'appelle Est-ce que, est-ce que Lucien m'entend? Bon, on va Apparemment non. y aller. Je pense que peut-être il a un souci de connexion ou de réseau. D'accord, Je vais d'accord, essayer on de va y faire aller. tourner son micro parce que je pense qu'il y a un peu d'écho. Non, je t'entends très bien. 5 sur 5. Ok. Bon.
Donc, on va y aller, Lucien. Mets ton micro. Rebonsoir, monsieur Kantibé, Papa Thier, rebonsoir, rebonsoir. Euh, Bonsoir alors, bonsoir à tous. Ça va, ça va, ça va. Et vous, vous allez bien, j'espère, hein? Très bien, très très bien. Donc, ça fait vraiment plaisir de t'avoir dans le bateau ivre, comme je l'appelle. Pour te dire, pour être honnête avec toi, je ne sais pas par où commencer. Donc, je vais essayer de parler un peu de toi. Donc, tu vas te muter, tu vas m'écouter parler de toi. Et franchement, je n'ai même pas pu préparer. J'ai essayé de préparer, mais je me suis arrêté parce que je ne sais pas, ça m'a l'air trop conventionnel parce que parler de toi, genre, c'est un peu pas comme parler de moi ou de Lucien, vu la proximité que nous avons. J'ai lu ta biographie ou tes biographies, elles m'ont semblé pas complètes parce que j'en sais beaucoup plus que les biographies. Mais quoi qu'on dise, oui, il y a des choses qui reviennent. On sait tous que Jean Cantibé est un enseignant de philosophie, mais beaucoup plus qu'un enseignant de philosophie, que Jean Cantibé est un philosophe. Qui a un DE en philosophie, je ne donnerai pas l'année, même si je la connais, que Jean Cantibé est membre fondateur du réseau d'Escale des Écritures et qu'il en est le président actuel et qu'il dirige également la collection Escale. Voilà. Donc, Jean Cantibé est dramaturge euh, et formateur surtout. Maintenant, ce qu'il faut dire de Jean, personnellement, j'ai tenu à démarrer ces rencontres live de l'année 2025, à les démarrer avec Jean. J'y tenais, je suis extrêmement heureux de pouvoir le lancer avec Jean. Parce que Jean Cantibé représente quelque chose de particulier pour nous, qui sommes une génération d'auteurs. Nous sommes venus juste après eux, disons, je parle de moi, hein, parce que Lucien est un entre-deux. Kokovic Jifa Galé est un entre-deux. C'est juste après les gens, mais c'est juste après Jean, mais c'est après moi également, pour être honnête. Et Jean Cantibé a toujours été un aîné singulier dans le sens où il partage tellement l'espace avec nous qu'on a l'impression qu'on est de la même génération. Et c'est ce qui est formidable chez lui, en plus d'être un lecteur hors pair. Et je vais beaucoup parler avec des anecdotes, hein, Jean. Par exemple, moi, je trie beaucoup les livres. Je trie beaucoup. D'abord, des livres de forme courte, des petits livres. Et dès que la qualité déroute, j'arrête. Par contre, Jean, il lit tout. Il lit tout. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai énormément appris. Énormément appris. D'abord en tant qu'auteur. En tant qu'auteur parce que c'est un lecteur extraordinaire qui a une culture générale très dense, mais également en tant qu'homme. Parce que nous avons cheminé beaucoup ensemble dans beaucoup de structures Impact, Escale des Écritures. Je pense on a été ensemble dans Arterial Network également. Et il fut un temps où on se voyait au moins 2 fois par jour, Jean et moi. Et donc, c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup appris en tant qu'humain, en tant qu'homme. Et nous avons vraiment besoin pour le développement de l'Afrique, le développement de la littérature, de l'art, des aînés de ce Takabi-là. C'est-à-dire que des aînés qui font fi de leur âge et qui transmettent en toute simplicité. Et donc, Jean, j'ai voulu quand même que tu viennes pour te rendre cet hommage mérité, pour parler de toi. Et bon, très rapidement, nous allons entrer dans la littérature, hein. Donc, tu peux ouvrir ton micro et on va commencer par Oui. échanger. Donc, c'est la présentation que j'ai voulu faire de toi. Je n'ai pas voulu lire la présentation classique parce que franchement, ça me dérangeait beaucoup. J'ai commencé, hein, j'ai même fait une page. Ouais, Joël, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour tout ce que tu as dit, mais je sais que tu as beaucoup plus à dire sur moi. Ah oui, à fond. C'est vrai que on se connaît beaucoup plus que les biographies sur les sites, hein. Ça, c'est vrai. Mais ça me touche en même temps que tu parles de moi comme ça, avec beaucoup de sensibilité. Ça, c'est une très bonne chose. Je suis content de t'entendre aussi. Et donc, moi aussi, j'ai beaucoup appris de vous, hein, ça c'est sûr. J'ai beaucoup appris de vous.
Et à chaque fois qu'on a l'occasion, je ne rate pas, hein. Vraiment je peux, je ne rate pas. Aujourd'hui, j'avais 4 rendez-vous, c'est le quatrième. J'ai quitté la scène Gwekou parce qu'ils ont fini avec un bord de plateau, discussion, là j'ai quitté. J'ai vu Apedouama, il est encore là-bas. Quelqu'un m'a appelé, il dit non, j'ai une grande émission avec Joël. Voilà. Pour te dire que moi aussi, je tiens à vous, je tiens à échanger, j'apprends beaucoup de vous. Et donc, je suis là. Et je suis encore là et on va continuer ensemble, hein. Merci, Joël. Bien, je vais essayer de parcourir quand même tes œuvres, tes publications avant qu'on ouvre, que j'aborde les questions. Et arrivé à ce moment, je vais laisser Lucien avoir son petit mot aussi avant que je ne démarre les questions parce que disons que Lucien te connaît mieux que moi. Je t'ai connu grâce à Lucien. D'ailleurs, je vous voyais venir en binôme à l'Institut Goethe dans le temps. Donc, tes œuvres, celles que j'ai pu répertorier, il y a Dambé, la fille du roi. Je pense que c'est ta pièce la plus connue. Je pense, hein, je ne suis pas sûr. Publié aux éditions Aoudi en 2011, mais écrit bien avant. Il y a Le Puits qui est publié aux éditions Aoudi également en 2016. Il y a L'autre bord dont on va parler aujourd'hui, qui je pense a été publié en 2019 aux éditions Aoudi. Et il y a beaucoup d'inédits non publiés comme La Septième Porte, Moi j'aime Allah mon père, Ainsi soit-il, Le petit vendeur de rasoirs et tout récemment Celle qui passe. Et encore bien d'autres hein, qu'on ne trouve pas dans ta bibliographie. Bien, Lucien, je vais te laisser ouvrir ton micro très rapidement, dire ton petit mot avant que je ne commence à gentiment bombarder Papaché. Lucien, est-ce que tu me suis? Je crois que Lucie a quelques problèmes, mais bon, ça va s'arranger peut-être. Sa connexion fait des vagues un peu. Ok, donc je vais y aller avec ma première question. Mes traditionnelles premières questions remontent toujours aux origines. Parce que tu vois, Jean, nous te connaissons beaucoup à partir d'Escale des Écritures, mais il y a un côté de toi qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est le Jean Kantchébé avant Escale des Écritures. Nous savons tous, et grâce à Théo Ananisso, nous savons tous que tu as été un rat de bibliothèque à Daparon, que tu as lu tout ce qui passait à Daparon, que tu étais un grand lecteur. Donc, naturellement, que tu as fait des études à Daparon, qui est ta ville natale, qui était très chère d'ailleurs. Et c'est tout ce qu'on sait. Il y a ça, il y a un grand vide, et puis on sait qu'il y a eu Escale des Écritures au début des années 2000. Mais avant Escale, où on était, papa et Jean Kantchébé, qu'est-ce qu'il faisait? C'est quoi tes débuts dans l'écriture, dans la littérature de façon générale? Alors, c'est vrai qu'il y a un grand vide hein, quand on enlève Karl. Le reste, c'est presque de l'obscurité, mais il y a quand même des choses dedans. Absolument. Il y a des choses, tu viens de parler de Théo. Si un Théo va parler de moi, il va beaucoup parler d'un autre Jean Kantchébé que celui d'Escale. Alors, moi, j'ai fait le lycée, le primaire, le secondaire à Dapon. C'est après le bac que je suis venu à l'université dans les années 85. Je ne sais pas quel âge vous aviez, hein. Alors, donc j'ai fait les études universitaires. Joël, je sais que peut-être tu étais encore dans le ventre de quelqu'un. Alors, donc, les études en philosophie, que j'ai obtenu une licence d'abord, après une maîtrise. J'ai commencé à enseigner au lycée technique de Gomé en 1992, l'année où ils ont fait la grève générale au Togo. L'année où j'ai commencé à enseigner, je venais à peine de commencer, et puis en septembre, allait grève générale illimitée. Mais j'ai quand même fait quelques belles années là-bas en tant qu'enseignant. Et c'est en 99 véritablement que j'ai commencé
dans l'écriture. J'avais des manuscrits, des petites choses que j'avais glanées au campus. Donc c'est quand le FESTEF, qui se faisait depuis quelques années déjà, l'année où le FESTEF avait lancé en 99 un concours d'écriture, ils ont lancé des textes avec plume togolaise, que j'avais envoyé un texte qui n'est pas d'Ambé la fille du roi, mais que tu connais aussi, hein. C'était un autre texte que j'avais donné et qui a reçu le deuxième prix, justement. Et voilà, c'est ce qui m'a donné envie d'écrire. Et comme c'était du théâtre, j'avais découvert que l'écriture théâtrale était une écriture plus vivante que les autres, hein, je pense, parce qu'on peut mettre ça en vie sur scène, on peut jouer, il y a des gens qui peuvent porter ça immédiatement sur scène, et que le récit théâtral que porte l'auteur avant d'écrire se met sur scène et va directement à beaucoup de personnes en même temps. Voilà ce qui m'a finalement engagé vers l'écriture théâtrale. Et donc, en dehors de l'écriture, si je vais encore parler mal de moi, je suis enseignant. Et en tant qu'enseignant, j'ai beaucoup d'attaches avec le monde des jeunes, des enfants. Et c'est peut-être ce qui fait que quand je t'ai rencontré, j'ai rencontré bien avant toi Lucien Kokovi-Galé et tous ceux qui étaient venus après, qui ne sont pas de ma génération, qui étaient presque mes enfants, hein. C'est peut-être cette attache avec les élèves, cette vie-là, cette ambiance-là, qui fait que quand je vous ai rencontré, je vous ai trouvé comme en même temps mes enfants, mes élèves, mais dans le monde de l'écriture, comme il n'y a pas un père, il n'y a pas un enfant, il y a eu beaucoup d'échanges entre nous, mais j'ai aimé l'ambiance des gens plus jeunes que moi qui font la même chose que moi et qui vont très loin d'ailleurs. Et parfois, je suis émerveillé des résultats que vous produisez en tant que dramaturge, alors que vous êtes bienvenu. Vous êtes venu bien avant moi, après moi, quoi. Voilà un peu cet autre aspect que beaucoup ne savent pas et que Joël, tu sais un peu, Lucien aussi, mais pas vraiment beaucoup, hein, voilà ce que je peux dire pour le moment. J'ai une petite question à l'intérieur, c'est-à-dire que ma question est, Dambé la fille du roi, est-ce que tu écris cette pièce pour le FESTEF, pour le concours organisé par le FESTEF, ou c'est une pièce que tu avais déjà à disposition et que le concours lancé par le FESTEF a été pour toi une opportunité? Cette pièce, je l'ai écrite avant le FESTEF. Je l'avais avant le FESTEF, mais c'était juste un schéma, quelque chose de 3-4 pages. Alors, je peux dire que c'est né du FESTEF quand même parce que à la première édition à laquelle j'ai assisté, où j'étais un jeune auteur aussi, où j'ai assisté sur les ateliers qui étaient donnés. Parce qu'en 99, quand j'avais écrit une pièce qui a été primée, et donc l'édition qui est venue, on nous a rappelé comme C'était quoi les cette jeunes pièce? auteurs en atelier. J'étais venu, il y avait donc Monique Blin, Éric Durnet, et on avait fait ça avec d'autres auteurs maliens, ivoiriens et autres. Et donc c'est en ce moment que j'avais suivi l'atelier avec un autre texte. Mais quand la deuxième édition du FESTEF de Plume Fraîche a été lancée, là j'ai dit je vais présenter ma pièce pour le public jeune, parce qu'il y avait deux catégories. Et donc j'ai ressorti les brouillons, les graffitis là, que j'ai remis en forme. Donc disons que je ne l'ai pas écrit pour le FESTEF au départ, mais après c'était pour le FESTEF, c'était pour participer au concours, et puis je n'avais pas de texte pour la catégorie adulte, mais ça je pensais que ça pouvait faire un bon texte pour les jeunes. Donc et c'est oui et non. Je l'ai commencé sans le FESTEF, mais après, s'il a vu le jour, c'est à partir du FESTEF. Voilà donc Dambé la fille du roi. Ok. Parce qu'en fait, avant Dambé la fille du roi, il y avait eu un premier texte théâtral, ce que tu as travaillé à cette première édition en 99.
Moi, en fait, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui, au-delà du fait de la rencontre dans le chantier où il y a cette initiation plus professionnelle ou plus technique à l'écriture théâtrale, qu'est-ce qui t'amène en cette fin des années 90 à écrire du théâtre? Qu'est-ce qui t'amène vraiment à écrire du théâtre? C'est vrai qu'à l'époque, le théâtre était avait un peu le vent en poupe parce qu'il y avait Kossi et Fuy, Conny Halem et autres. Mais est-ce que c'est ce vent démocratique qui soufflait à l'époque et ces auteurs pionniers et tout ça qui t'a amené à écrire du théâtre ou est-ce qu'il y avait une motivation personnelle et particulière, quoi? Ouais, et pour dire vrai, je pense que c'est le mouvement politique, lutte démocratique avec tout ce qu'on a vu. Et presque toutes les pièces de théâtre qu'écrivaient les gens en ce moment, si je vais parler des auteurs togolais qui étaient vraiment en ligne en ce moment, Kossi Fui, Kani Alem, eh bien, c'était des textes quand même dans ce sens. C'était des textes qui allaient dans le débat politique. Et donc, moi, j'ai pas vécu les mêmes histoires que, mais j'ai suivi des choses, par exemple, le Traquenard, la toute première pièce que j'avais présentée là, au FESTEF, que tu connais, tu as Donc c'était organisé la lecture l'année dernière dans le théâtre de maison, tu te souviens, c'était le Traquenard. ah oui. Alors, justement, l'histoire que je raconte, c'est ce que moi j'ai observé, c'est le comportement des politiciens qui tombent vite dans les pièges, et voilà, qui ne sont pas aussi solides que ça. Donc, c'est vrai que c'est en ce moment-là. Et donc, il y a un personnage, le personnage même qui a été traqué, ou traquenardé, il me semble très bien à quelqu'un que, Joël, tu connais, et que si je donnais le nom, quoi. Ouais. Donc, c'est les mouvements C'est toujours politiques qui m'ont d'actualité, amené hein. dans le théâtre. Parce que j'étais dans les récits, les romans et les nouvelles. Ça, j'avais des textes comme ça. Mais décidément, dans le théâtre, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de très près sur lequel on pouvait se pencher, écrire aussi. Et j'ai trouvé qu'on ne pouvait le faire qu'avec le théâtre, quoi. Très bien. Bon, je vais poser des petites questions qui fâchent, bon, pour taquiner, hein. À quand le premier recueil de poésie de Monsieur Concébé? Alors là, Je sais la que le roman, poésie, ça vient. ça, je ne Là, je peux sais. rien te promettre. Je ne pense pas. J'ai un mauvais recueil, un poème, un recueil de poèmes que je ne crois pas être bon. Je veux le Et voir. donc, je n'ai pas envie de sortir un recueil de poèmes maintenant. Peut-être quand je serai encore plus vieux et que je n'aurai plus d'idées sur les histoires à raconter, j'écrirai des poèmes, quoi. Bon, Voilà ce que je peux te dire. tu sais la prochaine question. Mais et du coup, à quand le roman alors? Parce que je sais quand même que Oui. tu as un roman qui est assez avancé. Alors, par contre, le roman, c'est pour très bientôt. Ça, je peux te promettre que très bientôt, j'ai déjà un manuscrit chez un éditeur. Ah mais bravo. Et, et j'ai des recueils de nouvelles aussi. J'ai voulu d'abord par la nouvelle, mais l'autre, l'éditeur en question, me dit qu'on peut commencer par le roman. Alors, donc, comme je n'ai jamais publié de roman, je fais attention, mais bon, ça finira par... Là, c'est clair, c'est très bientôt. Ça me taroude même, ça me grignote la peau tous les Parce jours que de pouvoir publier un roman bon, je sais que enfin. c'est assez avancé. Et bon, peut-être que j'attends que tu sortes pour avoir la motivation de sortir, de mettre aussi, hein. Alors, Il y a- si c'est moi qui vais te motiver, alors, bon, je ne sais pas. oui, non, mais bien sûr, il y a aussi Non, c'est dans mis tous les cas, écrit. ça, ouais, merci, merci Joël. Et non, là, le roman, c'est pour très bientôt, hein. Ça, c'est sûr, c'est clair. Donc, j'attends avec beaucoup d'impatience. Bien, Mm. maintenant, avant d'entrer dans l'autre bord, parce qu'on va parler de l'autre bord, on va faire une petite pause sur l'autre bord et parler de cette pièce. J'ai pris une citation
d'un extrait d'une discussion que tu as eue au Canada, au Festival du Jamais lu en 2007, et tu disais la chose suivante. Je ne crie pas pour dire quelque chose, non, j'écris pour dire tout simplement. C'est quelque chose qui m'a un peu intrigué, mais bon, connaissant Jean, j'ai dit, bon, je vais mettre Jean le philosophe à contribution pour qu'il nous explique ce qu'il veut dire par là. Est-ce que tu me suis? Alors, Joël, j'ai entendu la question et puis le passage Je me souviens. qui revient et qui est pour moi quelque chose de très important. Alors, souvent, quand j'entends, même ce soir, j'étais à une dédicace avec une dame qui a présenté son ouvrage et qui dit, moi, j'ai un message à passer à mes frères africains, à mes frères de son pays, là. C'est pour ça que j'écris. Et la dame ajoute, oui, si il n'y avait pas de message à donner aux gens, je n'écrirais pas. Alors, moi, je me dis ceci. Je ne sais pas quel message j'aurais à donner aux gens. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens qu'ils ne sachent pas déjà? Et à qui je donnerais des messages? Ou je donnerais des messages comme si c'était des informations. Donc, moi, j'ai voulu dire par là que j'écris pour dire, tout simplement. J'ai voulu dire que j'écris parce qu'il y a quelque chose qui me donne envie d'écrire, quoi. C'est pas pour donner des informations, c'est pas pour dire des choses, c'est pour ou contre, non. C'est vraiment pour dire quelque chose qui, un dérangement. Et j'avais ajouté que j'écris comme quelqu'un qui a envie de se gratter la peau quelque part, ça le démange, et puis il se gratte, quoi. Quand il se gratte, il ne se gratte pas pour dire aux gens quelque chose, il se gratte pour guérir de sa démangeaison, ou pour se faire plaisir, ou pour se gratigner, ou se... Voilà, donc l'écriture c'est comme une façon de se gratter la peau, ça fait mal, ça fait du bien en même temps, mais pas aux autres. C'est à vous, c'est à moi d'abord. Et c'est comme une thérapie. Et donc quand je m'applique une thérapie, ce n'est pas pour informer les autres de quelque chose. C'est dans ce sens-là que j'ai dit ça. Je ne sais pas si ça a du sens, si on peut s'arrêter là ou on peut aller plus loin, mais voilà ce que je voulais dire par là. Bien sûr qu'on peut aller plus loin, ça fait parfaitement sens, mais c'est-à-dire que dans ta réponse, je vois cette perspective auto-centrée. Maintenant, pour ma question sera, c'est quoi du coup la perspective que tu as du récepteur, donc du lecteur? Alors, Est-ce que moi, franchement, comme c'est au théâtre, alors, ce que j'attends peut-être du spectateur, oui, ce que j'attends véritablement de quelqu'un qui lit ma pièce ou qui vient voir du théâtre sur mon texte, c'est vraiment qu'il ressente, qu'il vive, qu'il ressente ce que j'ai ressenti. C'est pas qu'il aille faire quelque chose ou qu'il vienne militer pour quelque chose ou qu'il soutienne ou qu'il dénonce quelque chose. Non. C'est ce que j'attends, c'est qu'il vive, qu'il ressente ce que je ressens en bien, en mal, en plaisir, en douleur aussi. C'est ce que j'attends. Et je crois que le théâtre fait tout ça. Le théâtre transmet tout ça. tu Ça réfléchis? transmet les sensations de celui qui joue, de celui qui parle, de celui qui écrit. Voilà ce que moi j'attends, hein. Vraiment. C'est pas une écriture militante que je fais, non, pas du tout. Et sur l'autre bord, on m'a à plusieurs reprises dit que c'est une pièce politique, alors que c'est pas, pour moi, c'est pas ça. Peut-être politique dans l'engagement ou dans l'exhortation à quelque chose. Moi, je n'ai pas écrit dans ce sens. Politique peut-être parce que je ressens des choses autour de moi et à Parce qu'il faut tout le bien préciser. ou tout le mal que la politique fait aux gens, et beaucoup plus de mal que de bien quand même. Alors, ce que je ressens avec ces choses-là, c'est ça que j'exprime et c'est ça que j'ai écrit. Et donc, si ça peut s'appeler pièce politique ou quoi, engagement, ce n'était pas du tout, moi, mon objectif. Je ne me dis pas, oui, je m'assois pour écrire une pièce politique. Non, ça n'a pas, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça a du sens ailleurs, peut-être, hein. Mais moi, je ne sais pas ce que je fais. Je fais ce que je ressens
quand je suis dans un pays, dans un monde où la politique fait mal, où voilà, ça fait mal, ça fait pas bien tout le temps. Et donc, ce que les gens ressentent, c'est ce que je ressens et c'est ce que j'exprime tout simplement. Très bien. Bon, mais j'avoue, l'autre bord est hautement politique. Hautement politique, maintenant, pas peut-être au sens politique d'une pièce engagée comme les gens voudraient. Parce qu'à à la fin, on se demanderait c'est quoi la politique, c'est quoi, voilà. Et la politique est dans tout, hein. C'est-à-dire que l'engagement politique est dans tout, même dans une pièce autour de l'amour, on peut voir des déviations politiques. Donc voilà. Mais cette pièce, pour moi, donc je viens à cette pièce. Lucien, je vais te relancer encore une fois. Je sais pas si tu as une question à poser à Jean avant que je n'aborde la pièce l'autre bord. Lucien, je sais pas si tu es là. Monsieur Kokouvi Difa Galé. Bien, donc je pense qu'apparemment Lucien n'est pas disponible. Très bien, donc je vais aller à l'autre bord. Jean, j'avoue, j'ai relu la pièce et je vais être très honnête avec toi. Tu sais comme je l'ai toujours été, j'ai eu l'impression de ne l'avoir jamais lu. Ça a été une découverte, beaucoup de gifles, mais surtout, j'ai eu l'impression de lire une pièce contemporaine dans le sens, j'ai eu l'impression de lire une pièce d'aujourd'hui. Et c'est en cela que je dis c'est une pièce d'aujourd'hui, mais une pièce de demain également. Mais au-delà de la temporalité, c'est une pièce qui traversera l'espace également parce que l'autre bord va au-delà de notre petit espace, entre guillemets, du Togo et s'applique à tout espace où il y a vie, donc dans toute société. Dans l'ère contemporaine dans laquelle nous sommes, où toutes les sociétés sont presque en déliquescence, toutes, aussi bien occidentales qu'africaines, à une époque où la menace de la, entre guillemets, troisième guerre mondiale est constante et fréquente, où l'homme, ses droits, ce qu'on appelle revendication, et toute la légitimité humaine même en tant qu'être dans cette société est remise en cause. Je pense que c'est une pièce qui, franchement, s'inscrit dans cet ensemble-là. Je vais essayer de parler très rapidement du résumé. Donc, il est question de l'autre bord de Jean Kantibé. Le résumé en quatrième dit, je lis rapidement le résumé et je viens après sur la pièce elle-même. Dans une société qui n'en est plus vraiment une, la jeunesse en mal de légitimité brûle ses rêves sur les routes de la révolte. Pour éviter le pire au sien, un homme se compromet et se voit abandonné. Seule sa fille reste avec lui, mais pour elle aussi, il est temps de partir dans la rue revendiquer le droit et la justice. Une manifestation d'étudiants tourne mal. L'homme se retrouve sur les lieux à la recherche de sa fille. Donc, ça, c'est ce qu'il y a en quatrième de l'autre bord. Mais au-delà c'est une pièce quand même. C'est là où j'adore l'écriture de Jean, qui part d'un fait, entre guillemets, de société, d'un fait également, entre guillemets, banal, mais qui laisse beaucoup d'espace à la réflexion. Une pièce très profonde, très profonde, et qui part de quelque chose que j'aime beaucoup dans l'écriture, une micro-situation, une micro-famille. C'est une pièce qui est autour du père, de la fille, du fils. Ensuite, il y a la voix, il y a le siké, c'est pas, genre, tu as, dans la pièce, il écrit souké, c'est pas, il faut lire souké. Mais, à travers cette petite famille du père, avec le père, la fille, le frère et la mère qui est beaucoup évoquée également, qui est un personnage hors scène. Donc, à travers cette petite structure familiale, on voit toute la société. On voit toute la société, la perte des repères, les différents dilemmes. Le dilemme d'un père qui inculque à sa fille la loyauté,
le caractère sacré de la parole donnée, la volonté de réclamer justice, mais en même temps un père qui a peur pour sa fille et qui lui interdit d'aller revendiquer justice. Nous sommes en plein dans notre société contemporaine, particulièrement togolaise, une société dans laquelle nos mamans, nos parents, je vais aller un peu voilà, nos parents nous disent, nous inculquent une éducation très rigide, une éducation, l'éducation togolaise par exemple, qui est celle que je connais le mieux, est une éducation qui est basée sur la moralité, sur la loyauté, mais par exemple, dans cette même éducation, l'engagement politique est tabou. C'est-à-dire que dans nos familles, tout petit, jusqu'à ce qu'on grandisse, et je pense que nous avons à notre tour inculqué ça à nos enfants, on nous interdit de parler de politique, de nous impliquer dans la politique. Mais à la fin, quel type de citoyens sommes-nous si nous sommes des gens loyaux, moralement décents, mais que nous acceptons l'indécence morale vis-à-vis de la cité politique? Et c'est un dilemme qui est magnifiquement posé dans l'autre bord. Donc, tout au long de la pièce, on voit la douleur de ce père qui s'est compromis, entre guillemets, comme le dit la pièce, pour que sa famille puisse survivre. Et c'est une situation qu'on voit au quotidien dans notre société. Au cœur de toute la pièce, il y a la notion ou la question ou le sujet de la marche interdite. Et comme nous savons actuellement, je ne nommerai pas le pays, mais il y a des endroits sur Terre où les marches sont interdites. C'est en cela que la pièce est plus que contemporaine. Et donc, cette fille va se rendre à cette marche. Si j'ai une bonne lecture, je pense que elle se fait attaquer par son frère qui a, disons, enjambé la ligne et qui allait de l'autre côté, donc qui allait au niveau de l'autre bord. J'ai énormément de questions, j'ai beaucoup de choses à dire, mais Jean, je vais te demander d'ouvrir ton micro, si tu veux bien. Et donc, moi, je résumerai l'autre bord parce que la pièce nous dit quand même que cet homme a été un tché, hein, comme on appelle Papa Tché, un ex-révolutionnaire qui s'est dégonflé. Et ma première question, c'est, cet ex-révolutionnaire s'est-il dégonflé par peur ou par sagesse? Alors, c'est surtout par peur, hein, c'est par peur. Parce que c'est le système qui l'a absorbé. Et aujourd'hui, il s'est dégonflé peut-être par lâcheté aussi, hein, c'est entre la lâcheté et la peur. Parce que quelqu'un qui était un disciple du Che Guevara, de tous ces grands révolutionnaires-là, il ne lisait que ça, il ne parlait que de ça à ses enfants. Et puis, lui, aujourd'hui, il interdit les marches, il interdit les revendications. Donc, il y a quand même de la lâcheté dedans. Mais quand on voit de près, on l'écoute un peu, on voit il a été forcé par le système. C'est le symbole des échecs. On a vu des gens qui luttaient véritablement, honnêtement, dignement, mais à un moment, ils sont essoufflés et puis c'est le système qui profite pour les dégonfler totalement. Donc, je ne le vois pas comme un vrai lâche, mais c'est quelqu'un qui a été absorbé par le système, quoi. Voilà. Justement, il aborde lui-même cette thématique et il dit, je cite le personnage, il dit, une lâcheté qui sauve des vies n'est pas une lâcheté. Oui, est-ce que tu me suis pas dit? Bien sûr. Bien sûr, quand il le dit, il dit ce qu'il vit parce que il ne veut pas perdre tout le monde comme ça dans les révoltes, dans les marches et tout ça. Il préfère sa famille à cette lutte. Et donc, il préfère se faire lâche pour garder ce qu'il aime encore que de continuer à être le révolutionnaire, à pousser les gens pour finir tout seul, quoi. Voilà la peur qui l'anime. Et donc, c'est la lâcheté qui quand même laisse les gens vivre en paix. Bon, c'est mieux que le courage qui fait perdre tout le monde. Nous sommes tous un peu comme ça et on dénonce tout ça, mais nous allons voir. Moi, quand j'ai regardé, j'ai vu des gens, des militants dans la politique qui étaient sincères, hein, vraiment sincères, mais à un moment, qui laissent tomber. Voilà. Et il le dit quelque part, il dit, mais
que son pays est atypique, c'est un pays à part. Et qu'ils ont cherché partout à comprendre, ils n'ont jamais vu un truc comme ça. Et donc, vraiment, à un moment, ils lâchent tout, quoi. Peut-être c'est à toi, Joël, de voir si c'est un lâche ou si c'est un sage. Moi, en fait, je dis en annonçant, ou en énonçant plutôt, en énonçant déjà le fait qu'il parle de lâcheté, ça veut dire qu'il reconnaît lui-même qu'il est lâche. Il reconnaît Ça, déjà c'est sa vrai. lâcheté, mais il justifie sa lâcheté en fait. Mais cette lâcheté est-elle justifiable? Parce que la lâcheté amène après à l'autre question, la question la plus récurrente dans les, entre guillemets, luttes de société. Et la lutte dans les sociétés, elle est inhérente à toute société humaine. Les luttes pour renverser des systèmes, etc., est inhérente à toutes les sociétés. Mais dans les questions de lutte dans toutes les sociétés, il y a également le sujet de la trahison. En étant lâche, est-il ou a-t-il été un traître? Ça, c'est pour moi la question fondamentale. Et ça amène à une zone d'ombre, pardon, dans la pièce, parce que on parle de sa compromission. Il s'est compromis. Comment s'est-il compromis? Jusqu'où s'est-il compromis? Est-ce Oui, que... c'est. Oui, Hmm. oui, vas-y, Papa, j'écoute. Non, mais j'ai compris. C'est ce que nous disons souvent quand les gens retournent leur veste ou rejoignent l'autre bord. Et c'est ce qui se dit, c'est la première lecture de la situation. Mais au fond, est-ce que nous savons vraiment pourquoi les gens qui étaient de vrais héros à une époque deviennent des lâches? On ne peut pas nier qu'il est devenu lâche et qu'il l'est vraiment. Mais qu'est-ce qui amène l'être humain à la lâcheté? C'est ça la vraie question aussi, hein? C'est la vraie question. Qu'est-ce qui fait qu'un homme vraiment modèle, idéal, qui, voilà, admiré, devient un simple lâche? Moi, je me suis posé cette question-là. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu écrire une pièce avec un héros, voilà, qui on C'est tue lui. et puis tout le monde parle, on construit des statues après. Non, c'est pas cette histoire-là. C'est pour ça que quand on me dit c'est une pièce politique, je dis oui, mais pas autant que ça. Donc c'est ce qui pousse l'homme à la lâcheté. Je pense que c'est une question à creuser. Absolument. Que plus que de regarder le lâche, quoi. Demandons-nous qu'est-ce qui fait qu'il devient lâche ou traître. Bien. Maintenant, Voilà pourquoi je laisse ce personnage comme ça. c'est en cela que je dis la pièce est très profonde parce que au-delà d'annoncer des faits comme ça, c'est une pièce qui nous amène à réfléchir sur les faits. Absolument. Mais j'ai quelques indices. Le fils. Si j'ai une bonne lecture, le fils traverse la ligne à la fin parce que le père, je pense, reçoit des coups de fusil de la part du fils qui essayait même d'attaquer la fille. Si je me trompe, papa, tu peux me rectifier. C'est bien ça dans la scène. La dernière scène, c'est bien ça. Ça veut dire Tu as fait une bonne lecture, c'est même, clair. même le fils, bon, là, ce n'est plus la lâcheté, mais a trahi entre guillemets. Donc, la trahison était l'héréditaire. Alors, pour le fils, c'est une trahison et c'est la même situation. Pourquoi il a quitté son père? Le Parce que, fils s'est révolté, oui. oui, tu me permets, je lis rapidement une phrase du fils qui m'a beaucoup marqué. Et c'est une phrase, dans la phrase, il y a des mots qui font peur. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce qu'un fils quand la misère dessine chaque jour des arabesques de plus en plus épaisses sur les murs? Et pourquoi je dis que c'est une phrase qui fait peur? Toute personne qui se révolte et dont la révolte est motivée par la faim est une personne dangereuse. Parce que cette personne, dès qu'elle aura quelque chose à manger, n'hésitera pas à changer de camp. Il dit, ne me demandez pas de me cloîtrer là. Non, ça c'est la fille. Voilà, ça c'est la fille. Donc, c'est ce fils dont la révolte à l'époque, ce qui le motive à partir, à quitter la maison et à se révolter, c'est la faim. C'est la faim, c'est la misère.
Et personnellement, moi, je me méfie beaucoup des gens qui se révoltent à cause de la misère et non par conviction. Et donc là, j'ai vu que j'ai eu raison parce que cet enfant motivé, révolté pas à cause de la misère, a changé de camp. Mais au-delà de son changement de camp, ma question taquine, c'est si le père change de camp, le fils change de camp, mais c'est à dire que c'est une famille de gens peu fiables. Tout à fait. Et je me demande combien de familles sont fiables encore, hein. Combien Il y en d'humains? a, mais il n'y en a pas beaucoup. Alors, la révolte du fils, ça a commencé avec la mère, c'est-à-dire il se révolte contre son père à cause de la mère aussi. Et maintenant, la faim dont tu parles, le ventre, mais c'est quelque chose aussi, c'est ça qui fait de beaucoup de gens des traîtres. C'est pas tout le monde qui est assez solide pour se révolter à cause des idées, hein. Il y a des gens, beaucoup de gens, des êtres humains. C'est pour ça que la faim aussi, c'est un ennemi du bien. Et donc, oui, la faim, en tout cas, dans nos pays africains, je crois que parfois, la faim, la misère est cultivée, hein. C'est cultivé par les pouvoirs. Parce qu'on sait que quand on affame 100 personnes, eh bien, il y a 80 qui vont courber le dos, hein. Ça, c'est cette vérité-là aussi qu'il faut. Donc, c'est pour ça que je dis quelqu'un trahit. Il trahit pourquoi? Il faut qu'on cherche. Si c'est pour manger, a-t-il autant tort, quoi? Ça dépend, hein. C'est ça. Est-ce qu'il a autant tort de changer, de retourner sa veste pour aller manger? Eh ben, il dit j'ai faim tout le temps et puis voilà. Pourquoi? Au nom de quoi? Et donc, c'est pas un acte noble, c'est pas noble, c'est encore une lâcheté, c'est une trahison n'est jamais une bonne chose. Mais là aussi, quand on regarde au fond, ben, on voit que beaucoup, nous voyons dans nos pays, là, les pays africains, lors des votes, les gens qui se disent même contre le système, contre le pouvoir, mais quand il y a à manger, ils vont. Ils prennent des sacs de riz, des sacs d'huile. Ont-ils vraiment tort? La question est là, quoi. Ils ont tort, mais jusqu'à quel niveau? Ils ont tort jusqu'où? Parce qu'ils n'ont pas mangé. C'est peut-être ça aussi qu'il faut creuser. Et moi, je me dis toujours qu'il faut pas s'arrêter aux faits. Et, il faut aller voir aussi qu'est-ce qui explique ça. Qu'est-ce qui fait? Moi, c'est ce qui m'intéresse la question. Qu'est-ce qui fait que les gens font ça? Je ne justifie pas les lâches et les traîtres, mais qu'est-ce qui fait qu'un homme sensé, raisonnable et tout, intelligent, puisse devenir un lèche-botte de quelqu'un? C'est ça la question voilà, que je cherche. C'est pour ça que j'ai laissé les personnages comme ça, un peu controverses, un peu pas clairs, un peu... Alors le fils, il est allé, mais il est détraqué. Est-ce qu'on l'a drogué? Est-ce qu'on l'a travaillé? Est-ce que c'est la tête? Voilà, il n'est plus normal à un moment, quoi. Voilà. Bon, pour le fils, bon, on va revenir, mais j'ai une question par rapport au père. Le père, c'est une question très courte, hein. Le père, à votre avis, monsieur Conchebe, auteur, est-il un héros ou un anti-héros? Après, chacun, tu me diras ce que tu penses de la définition d'un héros ou d'un anti-héros. J'ai ma petite idée pourquoi je ne peux, c'est-à-dire qu'après plusieurs lectures, j'ai du mal à me situer, à me demander, est-ce que je magnifie ce personnage ou est-ce que je le condamne? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, papa, Bon. tiens. Alors, Joël, oui, Alors, moi, franchement, je ne vois pas ce personnage en termes de héros ou d'anti-héros. Bon, héros, il est noble, admirable à la fin, même s'il meurt. Bon, c'est pas dans ce sens-là que je vois ce personnage. Donc, En fait, oui. d'emblée, pour moi, c'est pas un héros. Ça, c'est clair. C'est pas- Joël, Oui. Excellence. euh, oui, effectivement, c'est une très bonne question. Je me suis abstenu On te cherchait avec une lampe et tout. d'intervenir jusqu'à mon Lucien, je pense que tu as un problème Oui, de... en plein jour. Aïe, aïe, aïe. moment là, Il, parce que il là, est mais encore c'est parti. Ça balance un peu, Lucien.
je crois qu'il a. Alors, Joël, si je reviens sur Tu le. touches Ah, au doigt à quelque chose de très particulier dans la pièce de Jean Cantebé. Effectivement, de mon point de vue, on peut le classer Lucien, malgré Lucien, dans la case de l'anti-héros. je- Oui, le réseau vacille beaucoup, le son n'est pas bon. parce que Est-ce qu'on moi va... je me dis, Lucien, est-ce que tu peux descendre et remonter? Parce que le son n'est pas du tout bon. Lucien, est-ce que tu m'écoutes, je Lucien? disais, Oui, est-ce que écoute, tu peux... descends, sors de TikTok et reviens. Parce que le réseau ok, balance, on ne t'entend presque pas. ok. D'accord, super. Donc, pendant que Lucien oh, règle... oui, d'accord. Pendant que Lucien remonte là. Alors, l'anti-héros, en tout cas, tu es mieux placé que moi pour dire ce que c'est. L'anti-héros, ben, tu vois, c'est Samba Diallo, par exemple, voilà, c'est un anti-héros. Et Merceux, voilà, de Camus, dans l'étranger, est un anti-héros. Alors, c'est quelqu'un qui n'est ni dans la lâcheté pure, mais qui a quand même quelque chose, qui a quelque chose à montrer et qui n'est pas compris peut-être. Je vois l'image de ce père comme ça. Et donc pour moi, ce n'est pas un anti-héros classique, littéraire et tout. C'était pas l'objectif en fait. Alors moi, je cherchais à montrer un personnage en difficulté par lui-même. Et il y a un côté extérieur qui le met en difficulté, mais que lui-même, il est en panne, quoi. C'est quelqu'un comme ça. Mais bon, Alors, un anti-héros s'appelle la quelqu'un de question, parce très que lucide jusqu'à la fin. Lui, voilà, c'est pour moi, ce n'est racine. pas un vrai anti-héros, ce n'est pas un héros, pas du tout. Voilà, Joël, ce que je peux te dire. C'est pas ce que Lucien en pense quand il va revenir. Oui, bon, donc lorsque Lucien sera là, il donnera son point de vue. Moi, je dis, la fin est très racinienne avec, tu vois, avec le sang, l'émotion de ce père qui meurt pour sa fille, de ce père qui prend la mort de sa fille, carrément. Rien que par cet acte, je pense qu'il s'achète, voilà, une très très bonne conscience et plein d'autres choses. Mais en même temps, c'est quand même quelqu'un qui a trahi par lâcheté également. C'est en cela que je dis qu'il y a, est-il héros ou anti-héros? C'est une vraie question qui se pose. Ça dépend de plusieurs lectures et je pense que les deux peuvent se valoir, absolument. Maintenant, l'autre chose, c'est par rapport au fils qui, oui, il a perdu la tête. Il y a des voix qui ont pris possession de sa tête. Et ça me fait penser, tu as évoqué tout à l'heure Samba Diallo, ça me fait penser au fou dans l'aventure ambiguë. C'est-à-dire que le fou, la folie dans l'aventure ambiguë est liée à ce croisement de cultures. C'est-à-dire que Tcheka Miduka nous expliquait l'impossibilité de métisser en fait. Ici, est-ce que l'auteur nous montre l'impossibilité de franchir les deux frontières, d'aller de l'autre bord et de rester toujours lucide ou fiable ou stable ou bien dans la tête? Alors, ici, ce que je sais, à travers le personnage du père et du fils, c'est que ici, il s'agit de franchissement d'étapes. C'est pas un problème de métissage, mais il s'agit de comment on franchit les étapes et comment on prend des risques à franchir des étapes. Peut-être sans le savoir, quoi. Et donc, je me dis que moi, je parle de situations où des gens, euh, ils décident, c'est vrai, ils sont responsables quand même, ils décident d'aller ailleurs, d'aller jouer un autre jeu. C'est ça la question chez moi. Et mais quel jeu? Ça dépend maintenant. Un jeu lâche et qui produit, parce que c'est un échec. Hein. Le père aussi, c'est un vrai échec, le fils aussi.
Et au compte de tout ça, c'est dire que nous sommes là, nous sommes dans une situation où les gens ne choisissent pas vraiment. Nous ne choisissons pas vraiment de faire ce que nous voulons ou d'aller où nous voulons. C'est ça que je voudrais montrer. Donc, il n'y a pas d'héroïsme dans ça. Quand on y va et on se rend compte après qu'on y allait parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, et ça, c'est pas un choix. Puisque ce n'est pas un choix, ce n'est pas de l'héroïsme. Voilà. Très bien, Lucien. Lucien, de retour. Est-ce que Oui, tu peux rebondir là-dessus? oui, Joël, je disais, j'espère que la connexion est meilleure, hein. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Oui, Ok. là, mieux, on t'entend très Oui, bien. je disais que c'est vrai, le personnage du père n'est pas un héros, c'est clair. Euh, mais on ressent un aspect d'anti-héros, c'est-à-dire que euh, on ressent une certaine admiration à son égard. En tout cas, moi, je le ressens dans la mesure où euh, ce père qui, au cours de la pièce, on a vu un peu, même avec sa femme, comment il a été ingrat, comment il a été traître vis-à-vis de sa femme. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus avec l'auteur qui l'a traité d'une façon. On n'a pas une idée très précise de ce qui s'est passé là-bas, mais on sait que la femme s'est, on va dire en griffe, noyée métaphoriquement pour lui, pour qu'il se tire d'un certain nombre de choses. Mais il n'a pas été reconnaissant, il a été plus homme, en griffe, par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'il refuse sans comprendre que sans ce fait, il ne serait pas là. Euh, et au-delà de ça, mais le fait qu'il sorte pour sauver sa fille, lui qui les a espionnés, sa fille et son fils, c'est-à-dire que dans la pièce, on voit ce père qui a un carnet et qui note le nom. Donc le père était un indique qui note, c'est ceux qui vendent, ceux qui ont une liste noire qu'ils transmettent plutôt. Le père est allé jusqu'à transmettre le nom de ses enfants. On le lit dans la pièce, j'ai encore travaillé sur la pièce là, ici. Mais ce même père va sauver sa fille. Est-ce que c'est l'instinct paternel? Je ne sais pas, c'est peut-être la question que je vais poser à l'auteur. C'est parce que tout père va essayer de sauver son enfant d'un mal. Mais dans le contexte précis, le mal, c'est encore le père, ou bien la source du mal, en tout cas, c'est encore ce père, parce que il a donné le nom déjà des gens. Il est toujours actif aussi. Il faut noter cela. Ce n'est pas un père qui abandonne, ou bien qui a vu que bon, je me suis assez sali les mains. Non, on dit que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Il continue, il est toujours actif. Même à l'instant où il est en train de sauver sa fille là-bas, il est actif. L'auteur me contredira, mais c'est moi ma lecture. Donc la question que je pouvais poser à l'auteur, là, le fait que moi je ressente cette forme d'admiration vis-à-vis de ce père-là, est-ce que c'est le fibre paternelle qui fait qu'il veut sauver sa fille, que sa fille, que l'auteur me réponde, oui. Très bien. Jean, je pense que tu peux répondre direct. Alors, Lucien il pose de très grandes questions là. Enfin, c'est une grande question. Alors, d'abord, ça, c'est pas facile pour moi de répondre, hein. Je vais dire quelque chose qui peut-être ne va pas satisfaire à Lucien. Alors, d'abord, il y a une fois on m'a demandé pourquoi je ne donne pas de nom au personnage. Alors, j'avais expliqué comme ça. Et je ne sais pas si c'était la bonne explication, mais c'est ce que je pensais. C'est ce que je pense toujours. J'avais dit que chez nous, en Afrique, dans les familles en tout cas, un père n'a pas de nom. On l'appelle père, quoi. On l'appelle père.
Et les enfants aussi, même s'ils ont des noms, le père ne le voit pas à travers ce nom-là. Il le voit à travers son enfant. C'est son enfant qu'il voit. Même quand il l'appelle, on dit Difa et tu te lèves, je ne crois pas que c'est Difa que ton père voit. Il voit son enfant. Donc, alors, c'est pour dire que le père, tel il est nommé dans la pièce, c'est toujours un père. Il est resté père. Ça, même s'il est indique, même s'il est traître et tout, il est resté père. Et je crois que c'est ce qui le pousse à aller chercher sa fille. C'est ça qui fait qu'il ne peut pas laisser sa fille. Il sait ce qui va se passer là-bas. Il sait que ça va pas être, il l'a dit, c'est pas un passage à la plage dimanche. Donc c'est le père, il est toujours resté père. C'est en cela que moi je le trouve admirable. Pas un héros, non. Voilà donc Lucien, ce que je peux te dire. C'est parce qu'il est père, il le sent, il va chercher sa fille. C'est un père, voilà. Bien, Jean. On sait que nous sommes en pleine fiction, mais moi j'ai une petite question dérangeante. Cette manifestation interdite, il y a beaucoup d'éléments qui me font penser à une chose, et je vais poser la question. Est-ce que cette manifestation donc, a-t-elle quelque chose à voir avec une manifestation dans un jardin nommé Fréo? Non, cette manifestation-ci n'a pas de lien avec Fléau Jardin. Celle-ci, vraiment, c'est une autre manifestation. Tu sais Et pourquoi je pose cette c'était question? pas une manifestation d'étudiants, c'était une autre manifestation. Et ce que j'avais vu m'avait vraiment choqué. À la télé, eh bien, il y a un responsable du pouvoir qui est venu menacer. C'est pour ça que j'ai mis une scène, on dit, oui, est-ce que il ne peut pas dire à sa fille, voilà, tu as vu la gueule du monsieur quand il disait que c'est interdit, c'est interdit. Et donc, voilà, c'est le passage qui interdisait la marche qui vraiment m'avait marqué. La force, c'est pas la force avec laquelle, et la menace, je ne sais pas comment on dit ça, quand un lion se fâche, un lion qui se fâche, comment ça se dit, comment ça s'appelle. Eh bien, c'était une image comme ça. Bon, tu sais, en fait, je Et pose la donc, ce n'était question. pas le jour là où j'ai vu ça, ce n'était pas pour les étudiants. C'était une autre marche, une autre marche. Flot Jardin, autre, voilà, j'ai peut-être parlé de ça un peu d'un black à blanc. Et ça, c'est Flot Jardin. Ah, Joël, je Joël, ne sais pas si tu es satisfait. Hein? Peut-être Joël, pas. Non, je t'écoute, Lucien. oui. Il y a néanmoins dans la pièce, j'ai entendu la réaction de la réponse de Jean par rapport à ma question par rapport à ta question. Il y a quand même des éléments du texte, donc le corps dans la pièce, l'autre bord de Jean Cantébé, il y a des éléments qui font référence quand même, euh, euh, qui font penser au Togo. Non, mais absolument. Textuellement, je citerai des éléments parce que j'ai eu à travailler sur la pièce. Il y a des éléments devant moi que je citerai. On peut les vérifier à des pages précises, par exemple. Si on parle de Tantidé, par exemple, c'est cité à la page 24 pour ceux qui ont le livre, Tantidé. Ou Non, mais bien de Djenkoumen, par exemple, à la page 24 aussi également. Euh, Donc, c'est un lieu en tout cas, du corps écrit de la pièce, si on veut le dire. Euh, et pour aller plus loin, il y a cette phrase qui est connue. Euh, Sentinelle, que dis-tu de la nuit? À la page 78 du, 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 du texte. Donc, il y a cet élément-là qui fait référence à une figure emblématique de notre pays,
aussi à un moment de notre pays qui font quand même que, bon, l'auteur, oui, Bon, c'est Lucien, normal, hein, je quand on pense que écrit, on est quelque part, on ne peut écrire, oui, absolument. Lucien, attends, la voilà. connexion est en train de bouger encore. Bon, je vais essayer de... Oui, ok, Lucien. Je pense que la connexion est encore en train de zigzaguer. Donc, Jean, je disais, en fait, pourquoi est-ce que je parle de Fréau Jardin? Il y avait cette anecdote à l'époque d'un militaire qui est allé en opération à Fréau Jardin, qui est rentré, le soir rentré chez lui, il n'avait plus ses enfants. Donc, paraît-il que ses enfants étaient à la marche et que, bon, malheureusement, qu'ils ont perdu la vie. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est quelque chose qui avait circulé à l'époque. Et en lisant la pièce dans son entièreté, ça m'a beaucoup fait penser à cela. Et donc, c'est pour ça que j'ai demandé si l'autre bord était construit sur cette histoire. Ouais, dans une certaine mesure, ben, toutes les marches se ressemblent, hein. Toutes les marches se ressemblent. Ça commence comment? Comme ça, c'est interdit, ou bien c'est laissé faire, et après il y a tiraillement, il y a tir de balles. Et donc, alors, l'anecdote ou l'histoire que tu viens de dire, moi, je n'ai pas appris ça. Ce que j'ai appris, c'est que euh, c'était un militaire, oui, c'était pas ses enfants. Moi, nous, on a appris que c'était sa femme, bon, quelque chose comme ça. Et Oui, que version cette circule. femme, il l'aimait bien, mais la femme était plutôt enfin, beaucoup plus penchée vers l'autre bord, quoi. Voilà. Et bon, ça peut être ses enfants aussi. Voilà, ça, c'est ça exactement. Donc, moi, en fait, c'est pas ça vraiment que j'ai voulu mettre dedans. Mais j'ai voulu juste voir un peu comment ça se passe dans les maisons, quand toutes ces choses se passent dans la rue, quand on tire, qu'est-ce qui peut se passer dans une maison, dans une famille, voilà un peu quoi. Mais encore une fois, tous ces mouvements-là, politique, contre-politique, anti-politique, héroïsme, crise et tout ça se ressemblent. Et c'est les mêmes choses qui se passent de temps en temps et qui se répètent. Euh, mais voilà, c'est pas vraiment ces histoires qui m'ont amené à l'écriture. Je n'étais même pas au courant de l'affaire militaire, quoi. Voilà. Très bien. Donc, merci Joël pour ce détail et ça me renforce dans ce que j'ai voulu faire aussi. Très bien. On va progressivement vers la fin de ce live. Bon, que je dois écouter pour des raisons. Je pense que je t'en ai parlé. Lucien, je ne sais pas si ta connexion s'arrange. Si tu as une dernière question à Jean. Lucien, est-ce que tu as une dernière question à poser à Jean? Je crois que Lucien, aujourd'hui, ça ne va pas vraiment pour sa connexion, hein. Euh, Donc moi, je vais essayer quand même. Donc voilà, pour boucler sur l'autre bord, disons que l'autre bord est publié aux éditions Aoudi dans la collection Escale depuis 2019, que c'est un ouvrage qui est disponible dans toutes les librairies du Togo, que c'est une pièce qui a été écrite en 2005 lors du quatrième chantier Oui, d'écriture. oui, Oui, Lucien. j'ai une question. Oui, oui. Je dis que j'aimerais avoir Lucien, la connexion n'est toujours pas bonne. Donc, est-ce que tu peux poser la question très rapidement, comme oui, ça, et que... je dis, Jean, je dis, j'ai une question à Jean Cantébé. Très rapide. J'aimerais avoir sa lecture. Est-ce que vous m'écoutez? Là, ça Est-ce va. que vous me recevez? Oui, là, ça oui, va. oui, oui, ça va, ça Ok, va. ok. Mhm. J'ai deux questions. Euh, une qui est peut-être une préoccupation. Est-ce que Jean Cantébé pense que euh, les auteurs de sa génération ou bien le travail qu'il a produit est suffisamment utilisé? Est-ce qu'on travaille dessus? Quel est son avis
sur cet aspect-là. C'est vrai, là, on n'est plus dans l'écriture, mais on est dans la réception de qu'on a de ce que tu apportes comme une brique pour construire ton pays, qui est ta pensée, ce qui constitue tes textes. Est-ce que tu penses que tes œuvres sont étudiées, sont lues, euh, euh, est-ce qu'il y a du travail qui est fait dessus? Quel est ton avis? Est-ce que tu es satisfait de l'état des lieux? La deuxième question, Non, très pas du rapidement, tout. Lucien. Comme ça, Ah, la deuxième Jean question, oui, répond en et même puis temps. après, on peut finir. Ok. Euh, la deuxième question, attends. Euh, cette question elle va m'échapper là. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, Jean va répondre à celle-là parce que je pense qu'il faut qu'on finisse à 30. On a 5 minutes très rapidement. Donc, Jean, est-ce que tu peux faire visuel, s'il te Oui, alors, si mes œuvres sont utilisées, ça, j'avoue que non, pas comme il faut. À part quelques soirées où on parle de ça, ici, des rencontres là, c'est pas utilisé. Par exemple, l'autre bord, il y a beaucoup qui se méfient, ils pensent que c'est politique. Et puis, en tout cas, il y a beaucoup d'indices sur le Togo, et ça fait que les gens hésitent un peu. Ça a été joué, je crois, 3 ou 4 fois depuis que la pièce existe. 2, 3, 4 fois au Festef, ils ont joué 2 fois, et puis dans un festival public. Non, les textes ne sont pas utilisés, hein. Et c'est pas, je crois pas que je suis le seul dans ce cas. Il y a toujours des beaux textes à escale, et les gens lisent une fois, après ils laissent tomber, et puis ils ne jouent pas, quoi. Donc voilà ce que je peux te dire, Lucien. Je ne sais pas quelle était la deuxième question. Joël, je te laisse la Ouais, parole. elle est revenue. Elle est revenue, la deuxième question. plaît. Très rapidement. Et quel est ton regard sur la Oui. nouvelle génération des auteurs? On te pose la question au niveau du théâtre. Est-ce qu'il y a de l'espoir que votre génération, c'est vrai, je ne parle pas de moi et de Joël, qui sommes derrière vous, mais un peu loin. Mais est-ce que selon toi, est-ce que Mm. ça existe une génération qui vienne? Oui, ça existe, mais c'est pas le même travail qui se fait. Et c'est un peu difficile d'attendre parce que moi, ma génération, et puis vous qui avez suivi, avec Joël, c'est quelque chose, c'est des travaux de qualité qu'on faisait. On n'écrivait pas n'importe quoi. On ne voulait pas être auteur, on voulait faire du travail. Et c'est ce qui a été fait. Je n'ai pas l'impression que c'est ce qui se fait maintenant. Actuellement, et ceux qui viennent de plus en plus, il y a très peu qui veulent faire du travail, qui veulent écrire. Beaucoup veulent avoir leurs photos sur un livre. Et les sujets ne sont pas les mêmes que nous autres nous avons abordés. Aujourd'hui, c'est l'encre de rose, hein, les gens écrivent, voilà. Et dans tous ces gens-là, voilà, des racontes, des histoires comme ça. Et nous n'avons pas voulu raconter des histoires. Donc, je n'ai pas l'impression que les choses continuent vraiment, vraiment comme nous l'avions souhaité. Voilà ce que je peux te dire. Je ne vois pas venir une grande génération d'écrivains, non. Une masse, oui, mais pas de gens qui se distinguent comme ça a été le cas avec des auteurs d'escale. Bien, Voilà, Lucien, ce que je peux te dire. je pense que oui. Merci. Ça faisait partie de mes dernières questions. Je voulais avoir ton avis sur la scène théâtrale, culturelle du Togo. En tant qu'aîné, parce que tu es quand même l'une des principales figures de ce théâtre aujourd'hui, tu es quand même une personne assez représentative, sollicitée. Et donc, au-delà, donc là, tu as donné ton avis sur l'écriture. Très rapidement, qu'est-ce que tu penses du théâtre togolais aujourd'hui? Et pour toi, c'est quoi l'avenir de ce théâtre? Alors, le théâtre togolais, quand on regarde les scènes, ce qui se joue, il y a beaucoup de choses qui se font, effectivement. Beaucoup de choses se font. Il y a des créations, pas mal de créations. Alors, le problème de ces créations, c'est encore là,
Alors pourquoi les gens le font? C'est ça le but. Est-ce qu'ils le font parce qu'ils aiment le théâtre? Est-ce qu'ils le font pour d'autres raisons? Est-ce qu'on leur fait faire ça? Ou voilà la question qui se pose. Beaucoup, c'est à travers des projets et à travers des situations, une organisation qui n'est pas une organisation authentique. Quand je dis que c'est pas authentique, c'est que ça vient d'ailleurs. C'est quelqu'un qui organise et puis tout le monde se lève pour le faire. C'est ça mon inquiétude. Ah, mais je ne vois pas beaucoup de gens le faire d'eux-mêmes comme ça se faisait avant, se battre, et que c'était, même s'il y avait concurrence, que ce soit entre nous, il n'y a plus de théâtre d'émulation, c'est-à-dire il n'y a plus ça dans les organisations. Tout ce qui se fait, c'est il y a un événement, tout le monde vient produire et puis ce qu'il a à prendre, il prend, il met sur les sites, il s'en va. Et ça, c'est inquiétant. Donc l'avenir va être un avenir de théâtre, beaucoup de choses se passeront, mais sans épaisseur, sans qualité et sans avenir, donc sans avenir véritable. Il y aura toujours du théâtre, mais quel théâtre? Voilà la question que je me pose et moi je suis inquiet en fait. Oui. Mais comme Je d'habitude, ne sais pas vous, hein, Lucien, Joël, qu'est-ce que vous en... Comment vous voyez l'avenir du théâtre au Togo? bon, moi personnellement, j'ai moi je dis la chose suivante, je suis très admiratif de toutes ces personnes qui arrivent à faire survivre et à faire vivre le théâtre au Togo parce que je connais très bien les réalités, je sais comment ça se fait et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui bravent les difficultés du quotidien pour faire des créations, pour jouer, toutes les personnes qu'ils font. Parce que les gens ne s'imaginent pas le miracle que c'est. Franchement, c'est un miracle de faire un spectacle et de le montrer au Togo dans ce contexte-là. Et tous ces jeunes-là qui arrivent à le faire sont vraiment à féliciter. Et le vide n'existe pas, finalement. Donc, il y a des générations qui partent, d'autres personnes qui viennent. Oui, après, il y a toutes ces difficultés-là. Il y a la remise en cause idéologique, il y a les questions de financement. Mais personnellement, je suis extrêmement admiratif de toutes ces personnes-là. Je ne peux que leur souhaiter beaucoup de courage et leur donner de la force, le peu de force que j'ai. Je n'en ai pas beaucoup, malheureusement, également. Donc voilà, on va mettre fin à ce live. Ça a été beaucoup de joie, de plaisir, Jean. Tu sais à quel point je suis content d'avoir fait ce live. J'y tenais et je n'ai aucun regret d'avoir attendu si longtemps pour le faire. Ça a été un plaisir de t'avoir, Jean. Merci pour ta présence, merci pour ta disponibilité, merci pour tout ce que tu fais pour le théâtre au Togo, pour la littérature dramatique, pour la littérature de façon générale, parce que je le dirais assez, tu es quelqu'un qui est extrêmement beaucoup de jeunes auteurs, tu as beaucoup de jeunes auteurs, tu formes, tu inities, et c'est une chance, une richesse pour le Togo d'avoir des gens de ton envergure qui ont cette disponibilité-là et qui mettent leur savoir-faire et leur savoir-être au service de tous. Une fois encore, merci pour ta personne. Merci pour tes œuvres. Nous avons parlé de l'autre bord et je t'avoue, Jean, sans langue de bois, tu me connais assez. J'ai été franchement émerveillé en relisant l'autre bord. J'ai reçu plein de gifles. C'est une pièce que je croyais connaître, mais en voulant préparer ce live, je me suis mis à relire cette pièce et j'ai vu à quel point elle est non seulement contemporaine, mais qu'elle est universelle. C'est une pièce qui mérite d'être lue par tous. Je vais en parler, je vais beaucoup en parler, parce que c'est une pièce d'actualité. Donc, merci pour ces chefs-d'œuvre que tu as livrés pour la littérature togolaise, africaine et mondiale. Merci, merci. Je vais te laisser placer un dernier mot avant de mettre fin au live. Et une fois encore, merci d'avoir accepté mon invitation. Je te laisse le dernier mot. Oui, c'est à mon tour de te dire merci, Joël, franchement. Ça fait plusieurs fois que tu m'invites dans le bateau ivre et je sais que c'est pas juste le grand frère que tu invites. Tu invites l'auteur, de certaines choses qui te parlent, qui viennent de moi. Et donc, moi, je te remercie pour ça aussi.
Et en même temps, je te félicite pour cette initiative, hein, qui est une grande fenêtre que tu ouvres pour nous tous. Et moi, je n'imaginais pas ça. C'est pas comment l'idée t'est venue de recevoir, de faire parler, de nous laisser parler et de laisser la parole aller aussi loin. Donc, vraiment, je te remercie et je souhaite bon vent, très bon vent à toi dans cette émission et que ça continue. Merci. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup, Lucien. Est-ce que tu as un dernier mot? Merci à Jean. Aïe, aïe. Ta connexion aujourd'hui, oula, c'est... Bon, on va le euh, faire comme ça, il n'y a pas de souci. pour cette Euh, belle Ok, c'est reparti, c'est pas grave. Donc voilà, je vais dire merci à Lucien d'être pour ce venu, beau d'avoir moment tenu malgré que la connexion qui a fait défaut. Merci une fois encore à Jean. Merci à Nicolas qui a fait un travail de... d'échange là que nous avons eu. Euh, Bon, Lucien, j'ai aïe, aïe. Ok, je vais muter parce que ça fait des va-et-vient. oh, ça pour la prochaine fois. Je vais changer. Lucien, un instant, je vais muter parce que ça fait des va-et-vient. Oui, j'ai sur la quête de l'autre bord. Donc, et, et, Bon, un là, instant. Donc voilà. sur Lucien, et dans, prochainement, on vous crée la on ne s'entend pas du tout. Ok. Lucien, ça ne marche pas du tout, hein. Tu n'es pas audible. Bon, on va s'arrêter là. Donc, remercie à toi, Lucien, à Jean, à Nicolas pour son travail de fond, à toutes les personnes qui sont restées avec nous, à tous les donateurs, à tous ceux qui ont permis au live d'avoir lieu. Merci à vous. On se dit à la prochaine. Merci. Bye bye.